donc l'enjeu, c'est de vous présenter un peu l'esprit du rapport, quelle était la lettre de mission, la façon dont on a travaillé, et l'ensemble des recommandations. Alors, je dirais les recommandations principales, les grands axes, en tout cas, sur la façon dont on a essayé de réfléchir à cette problématique-là et sur l'enjeu de ces recommandations. Et puis, on va essayer, dans la mesure du possible quand même, de revenir sur les 29 propositions du rapport, parce que vous verrez qu'effectivement, on a essayé de balayer très large. D'ailleurs, ça fait écho à ce qui était dit sur d'aller de la problématique de l'éducatif au numérique, par le numérique, de la question de l'éducation au numérique et par le numérique, et aussi sur la question de la parentalité, mais aussi la régulation des plateformes et ainsi de suite. Donc on va essayer de balayer tout ça dans un temps légèrement contraint, mais on va y arriver. Et on va se... Vous parlez des suites aussi, éventuellement. Oui, vous parlez des suites, avec l'idée qu'une partie de ce on va faire ça un peu à l'envers. On va d'abord vous parler des recommandations, puis ensuite je vous dirai d'où viennent en partie ces recommandations sur la base des données scientifiques qui peuvent exister dans le domaine. On y va ? Allez. Alors, la mission qui nous a été donnée, on reviendra aussi sur la méthode. Le point de départ, c'était effectivement cette question qu'on retrouve aussi dans certains articles de presse encore ces derniers temps. Y a-t-il une addiction ou pas aux écrans ? Donc la question du consensus scientifique était extrêmement important. On va aussi rappeler la composition de la commission. C'était vraiment un des points de départ, faire émerger un consensus scientifique. Également la dimension évaluation, puisque l'idée était bien pour le président de la République d'arriver en fait à une forme de doctrine dans un cadre européen d'utilisation des écrans. La question de la souveraineté aussi de notre rapport au numérique était tout à fait prégnante. Une doctrine de régulation, je l'ai dit, notamment pour l'usage des écrans par les jeunes, mais aussi ces usages par les adultes, et donc la dimension d'accompagnement, de formation était aussi ce qui nous a été demandé. Et puis faire des propositions. Ça, c'était dès le départ, le président de la République nous a demandé d'être assez disruptif, je crois que c'était le terme employé, de faire des propositions dont allait devoir s'emparer le gouvernement. Voilà, on était il n'y a pas si longtemps, hein, puisque c'était il y a exactement un an. C'était quelques jours près, une dizaine de jours près, le 10 janvier l'année dernière, 2024. 2024. Donc, juste de rappeler que c'est pas un rapport d'expertise scientifique. Et je pense que c'est aussi ça qui est important. Puisqu'on a, notamment suite à la sortie du rapport, un certain nombre de gens se sont étonnés qu'il n'y ait pas plus qu'on puisse questionner, par exemple, une partie de certaines études scientifiques que nous n'aurions pas citées, et ainsi de suite. Ce n'était pas du tout l'objet du rapport, c'est-à-dire que nous n'étions pas dans un rapport d'expertise comme peut le faire l'INSERM ou le CNRS. Dans ce cadre-là, l'idée, c'était réellement un rapport de consensus, c'est-à-dire à travers des expertises diverses, qui ne relevaient pas d'ailleurs que du champ scientifique, de faire émerger un ensemble de recommandations qui permettaient d'aborder la problématique du numérique de façon systémique et donc de proposer des recommandations systémiques sur cette question-là. Et vous verrez qu'effectivement, on a essayé de balayer très, très large. Et donc, ça appelle à une configuration, et en tout cas une configuration de la commission, et qui va permettre de faire coexister des expertises diverses. Donc, je te laisse, parce que on y reviendra, parce que sur la question éducation, ça a compté. Les deux coprésidents sont plutôt dans le domaine de la santé, un addictologue renommé, Amine Benyamina, une neurologue également, Servane Mouton, qui étaient nos coprésidents. On a été accompagnés, ça c'est aussi très important, parce que le rapport que je vous invite à lire se lit bien, et par notre rapporteuse Carole Bousquet, haut fonctionnaire des ministères de la Santé notamment, et qui a été directrice de cabinet de M. Braun à la santé, et du Premier ministre Jean Castex, conseillère santé également. Et dans la commission, donc des représentants, je dirais, du monde éducatif au sens large ou associatif. Donc je vais les citer, puis je te laisserai citer aussi les représentants de la recherche. Donc Catherine Roland, qui travaille à Polytechnique, notamment sur les questions de jeux vidéo, qui a une chaire sur les jeux vidéo. Axel Dessin, qui est responsable au sein de la société Tralalaire du programme européen CFR Internet Day.
qui j'oublie, Célia Zoniski, qui est une juriste éméritée et qui travaille sur tous ces sujets de réseaux sociaux, d'éthique du numérique, et qui enseigne également, qui est membre de plusieurs commissions sur ces sujets. Décline les autres parce que moi je suis incapable de me souvenir des noms et des prénoms. Donc j'ai un problème de mémoire des noms et des prénoms. Donc je vois les... Bon, on a un épidémiologiste qui est avec nous, notre épidémiologiste Jonathan Bernard de l'INSERM, qui notamment est en charge de l'analyse des données de la cohorte ELF et de la cohorte EDEN, qui sont deux cohortes de l'INSERM, qui justement donnent un certain nombre de grandes directions sur la problématique de l'exposition aux écrans, et notamment sur les effets du langage, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et Grégory Verret, qui est un entrepreneur, qui a fondé la société Xulu, qui est une solution de protection des jeunes sur Internet. Donc vous voyez que le panel était extrêmement divers et avait vocation à représenter, et puis moi-même, je me suis oubliée, mais voilà, pour la représentation de l'éducation nationale, avait vocation à représenter donc l'ensemble des acteurs sur ce champ. Mais peut-être qu'on peut déjà le dire, hein, c'est vrai que l'orientation de départ de la commission était très orientée vers la problématique de la santé. Et donc ça a aussi eu des incidences sur un certain nombre de recommandations. Et vous verrez que ça aura eu des incidences notamment sur la recommandation faite pour l'école. Alors un point qui nous a semblé important et sur lequel on voulait insister, et c'est pour ça que cette conférence nous en donne l'occasion, on insiste beaucoup sur l'approche globale. Au vu des différentes expertises qui ont été mobilisées dans cette commission, il est pas possible, voire très dommage, d'isoler un axe ou une proposition. Ce qui a malheureusement été le cas, forcément, dans un fonctionnement médiatique bien connu, dès la sortie du rapport. Donc, cette approche globale qui vise à mettre l'enfant au cœur de la démarche, et pas d'autres intérêts, est quelque chose qui nous a réunis au-delà des divergences que nous pouvions avoir, au-delà des expertises différentes ou des endroits de la société où nous pouvions agir les uns et les autres. Et puis, cette demande de consensus qui n'a pas toujours été facile, notamment sur la question de l'éducation et de l'école. Et enfin, cette approche très systémique, mais pragmatique, avec un plan d'action global dont, là encore, devait s'emparer le gouvernement, mais qui, depuis, a largement évolué. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de remettre le rapport, et puis quelques semaines après, dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui, évidemment, n'a pas aidé, je dirais, à la mise en œuvre d'un certain nombre de recommandations. Peut-être la place des jeunes, tu peux en parler? Oui, la place des jeunes, alors je crois que c'était un enjeu pour nous, hein, et notamment avec Marie-Caroline, on a beaucoup porté, et avec Carole aussi, cette idée qu'il fallait qu'on associe les jeunes. C'est-à-dire que souvent, sur la question du numérique, on a une vision très centrée sur des adultes, finalement, qui sont très prescriptifs, je dirais, des pratiques des jeunes sur le numérique, et donc on s'est dit depuis le début que c'était important de partir finalement aussi des problématiques exprimées par les jeunes et des solutions qu'ils pouvaient proposer. Ça a été aussi un des gros enjeux. Donc on a organisé des journées dans lesquelles les jeunes se sont mobilisés à travers des ateliers et des hackathons, et je sais que Canopé a été très en première ligne pour aider à mettre ça en place, avec effectivement des choses qui sont ressorties qui étaient intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est exprimé par les jeunes autour de la difficulté de la régulation de leurs usages du numérique. C'est-à-dire qu'ils l'expriment et ils disent qu'à des moments, ils ont des difficultés spécifiques de régulation de leurs usages. C'était aussi bien qu'on puisse l'entendre. Et puis ça permettait aussi de sortir un peu, je dirais, des caricatures de l'utilisation de ces écrans avec, vous le verrez, je crois qu'on va y revenir un certain nombre de fois, des problématiques qui viennent aussi du fait qu'ils utilisent aussi beaucoup leurs écrans quand même pour faire des activités qui sont en lien avec l'école. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas, contrairement à ce qu'on peut penser, les écrans que pour des activités qui sont de l'ordre récréatif. Il y a aussi des questions qui sont relatives à l'école, ils les utilisent pour apprendre, pour préciser des notions qu'ils n'ont pas forcément comprises dans le cadre scolaire, et ainsi de suite. Et donc c'était bien de pouvoir entendre les jeunes. Et l'autre, je dirais, enjeu de la commission, c'était aussi
d'auditionner beaucoup de professionnels, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement travaillé entre nous, les 10 experts, à essayer de faire émerger un ensemble de recommandations. On a écouté de façon très très large, avec des perspectives très diverses, alors qu'on nous a un peu reproché pourquoi, alors on n'était pas tous d'accord là-dessus. Moi j'avais typiquement, j'en reparlerai de ce collectif par exemple de surexposition aux écrans, j'étais pas du tout d'accord pour qu'on les auditionne, je trouvais que ça leur donnait une certaine forme de légitimité, mais il y avait d'autres positions dans la commission, et c'était aussi, je dirais, la force d'une commission, c'est de pouvoir trouver finalement une forme de consensus. Et donc, on a auditionné très large. On a aussi auditionné des gens qui étaient extrêmement négatifs par rapport à la place des écrans, qui avaient peut-être des positions parfois caricaturales sur ces questions-là. Mais c'était bien aussi de pouvoir finalement écouter tout le monde et de là d'en tirer finalement des recommandations très larges. Avec un calendrier qui était serré, je pense qu'on peut le rappeler. Mi-janvier, le président de la République lance la commission écran. Donc on a une première réunion, je crois, voilà, le 10 janvier, où on se réunit tous, on se rencontre à ce moment-là. Et on nous a donné une feuille de route, normalement avec un premier dépôt, je crois, c'était début mars ou quelque chose comme ça, ou fin mars. On a un peu repoussé la date, mais avec un dépôt le 30 avril. Donc vous imaginez bien qu'on n'a pas pu faire exactement le même type de rapports d'expertise qui peuvent être menés, par exemple, par l'ANSES et ou par l'INSERM, dans lequel on a des rapports d'expertise qui se développent sur 2 à 3 ans. Là, on n'est pas du tout dans la même temporalité, et donc le 30 avril, on remet le rapport au président avec 6 axes et 29 propositions. Et le président, à ce moment-là, s'engage très fortement, et on a été, on peut le dire, surpris. C'est-à-dire qu'il y avait un vrai portage politique, et il avait donné un mois à son gouvernement pour étudier les propositions et les traduire en action. Bon, entre-temps, il y a eu la dissolution. Donc ça n'a pas été suivi nécessairement des faits, mais il y avait un portage très fort du côté du président, avec je dirais une écoute qui était importante. Et quand on a remis le rapport, il y avait en présence quand même un certain nombre de ministres. Et le Premier ministre. Et le Premier ministre. Donc il y avait une vraie volonté en tout cas que ça soit, je dirais, un agenda politique important porté dans les années à venir. Bon, ensuite... Et pour vous dire aussi sur la question de la méthode, je pense qu'on a, on a énormément travaillé, on a énormément auditionné, c'était des réunions plusieurs fois par semaine, un temps d'écriture aussi à plusieurs mains, parfois très contraint. Mais ce qui a été remarquable, c'est, et ça compte quand même pour la suite, c'est qu'on forme un collectif dans cette commission qui est resté soudé et qui a été en capacité de sortir de ses représentations. Je parle juste de mon expérience. Ce que disait Grégoire sur les moments où on a organisé ce hackathon avec les jeunes. Pour moi qui travaille sur le numérique éducatif depuis plusieurs années, qui suis engagée dans les TNE, voilà, qui souvent sollicité sur ce sujet, ça a été un moment où je suis sortie de mes représentations, de mes certitudes, et j'ai été extrêmement marquée par la parole des jeunes. Peut-être que je n'entendais pas jusque-là, ou en tout cas qui ne s'exprimaient pas de cette manière, et par des paroles, je m'en souviendrai très bien, et un de nos formateurs a été très marqué par ça, de ce que vivent les jeunes au quotidien en termes d'exposition à des contenus absolument insoutenables. On ne serait pas capable de regarder, nous adultes, et quand on leur a demandé « mais à qui en parlez-vous ? À qui pouvez-vous en parler ?» Ils nous ont dit « ça ne sert à rien d'en parler, de toute façon, donc on n'en parle pas ». Et là, vous prenez voilà, vous vous dites « bon, il va quand même falloir revisiter un peu sa façon de considérer le sujet dans toute sa complexité, et on aura largement le temps d'y revenir. » Voilà, mais ces moments de bascule, je pense que chacun les a vécus dans la commission, a été capable du coup de sortir du confort de ses représentations ou de ses certitudes. Peut-être juste de commencer sur les 6 axes, on va essayer de reprendre et de structurer, je dirais, les axes forts des recommandations qu'on a pu faire sur différents domaines. Et commencer peut-être par une clarification du titre de ce rapport qui a été compris de façon très différente chez les uns et chez les autres, et souvent avec une acceptation, je dirais, simple de la proposition qui était à la recherche du temps perdu, dans le sens le temps que perdent les enfants sur les écrans. Alors c'est pas du tout la signification de ce titre. La recherche du temps perdu, c'est la recherche du temps perdu de l'action politique sur cette question. C'est ce à quoi on renvoyait, c'est de dire que finalement
les politiques publiques ne se sont pas saisies suffisamment de cette problématique-là. Ils n'ont pas sans doute suffisamment régulé, par exemple, les acteurs du numérique, et que ça pose ensuite, notamment, on parle des plateformes ici, évidemment, et des grandes plateformes en particulier, et qu'on voit bien que ça pose aujourd'hui des problèmes. On vient de voir ce qui vient de se passer avec X, X et Facebook, par exemple, avec toutes les problématiques associées. Et que finalement, il y a un temps de l'inaction politique qui n'est plus acceptable. Et on avait, je dirais, l'envie en tout cas de mettre en exergue le fait que on peut toujours évidemment repousser la faute sur la responsabilité des utilisateurs et des parents, mais en fait le véritable enjeu, c'est la responsabilité de ces acteurs. Et donc on a organisé finalement ce rapport en 6 grands axes. Avec le premier axe, et on s'est beaucoup battu là-dessus, un certain nombre d'entre nous, pour dire que la première responsabilité, finalement, elle échoit aux acteurs, c'est-à-dire à ceux qui proposent des solutions, et notamment aux grandes plateformes. C'est eux qu'il faut réguler en priorité. C'est-à-dire qu'on a quand même eu dans la commission, je dirais, on a beaucoup auditionné les acteurs du numérique. On parle des plateformes ici, on ne parle pas des solutions numériques pour l'éducation, on parle ici des grandes plateformes et des fournisseurs d'accès notamment. Et on a quand même eu l'impression qu'ils venaient nous dire que globalement, tout était de la faute des parents. Et c'était insupportable à entendre. C'est-à-dire que c'était, de toute façon, nous, on est responsable de rien. C'est de la faute des parents, c'est de la faute des jeunes, et finalement, il n'y a qu'à utiliser le contrôle parental, et ça marchera très bien. Et nous, on n'a aucune solution à proposer. Globalement, c'était ça à peu près, le discours. Et puis, il y a jeprotègemonenfant.org, ça marche très bien, on a fait le job. Et donc c'était aussi de les renvoyer à leur responsabilité, de leur dire mais en fait vous avez une responsabilité. Et la responsabilité première, elle est de votre côté. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu commencer ce rapport justement en remettant, je dirais, les choses dans le bon ordre, en disant voilà, le premier axe de responsabilité, c'est s'attaquer aux conceptions addictogènes et enfermantes de certains services numériques. Et donc c'était vraiment ça le premier enjeu, c'est de leur dire il y a une responsabilité. Alors on n'est pas complètement naïf, on sait bien que ça ne se réglera pas à l'échelle française, c'est une problématique européenne. Il y a le DSA qui permet de faire ça en partie. Et que donc il y a un véritable enjeu de ce point de vue-là, de s'articuler avec les politiques européennes et de faire du lobbying à l'échelle européenne justement pour que le DSA puisse s'appliquer. Le deuxième axe, rapidement, puis on va les reprendre, c'est de protéger plutôt que contrôler les enfants. Le troisième axe, c'est assumer et organiser une progression des usages des écrans et du numérique chez les enfants en fonction de leur âge. Ça va évidemment occuper une partie de ce dont on va parler aujourd'hui. Et préparer les jeunes à leur autonomie sur les écrans et leur donner un pouvoir d'action, ça c'était aussi quelque chose d'important pour nous. Et puis de mieux former au numérique et mieux accompagner les parents, les enseignants et les éducateurs sur finalement cet usage du numérique. Et il y a un véritable enjeu là-dessus. Puis la dernière chose, c'est de mettre en place des dispositifs de gouvernance, parce qu'effectivement, si on dit qu'il y a 29 propositions et qu'il faut prendre toutes les propositions et les coordonner, il va falloir effectivement réfléchir à des modalités de gouvernance. Donc là encore une fois, on insiste sur la globalité des axes. Alors responsabiliser les plateformes, tu en as déjà un petit peu parlé. Mais peut-être quand même de reprendre cette idée qu'un des véritables enjeux pour nous, c'est la problématique des interfaces trompeuses. On peut penser par exemple aux loot box sur les jeux vidéo, qui sont effectivement des dispositifs qui ressemblent finalement à ce qu'on pouvait avoir quand on achetait des cartes Panini. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans le paquet, mais évidemment c'est monétisé, donc il faut acheter cette jeu de cartes, et puis on ne sait pas trop ce qu'on va avoir, et donc évidemment ça peut entraîner chez les enfants jeunes des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes d'addiction, mais en tout cas d'usage excessif, par exemple, de ces jeux vidéo, sachant qu'on peut le retrouver sur des jeux, par exemple, comme FIFA. Donc, quand on regarde finalement l'âge à partir duquel on peut jouer à ces jeux-là, c'est des jeux auxquels on peut jouer à partir de 3 ans. Et donc là, on voit bien la problématique, effectivement, de certaines interfaces qui peuvent devenir trompeuses et qui posent un certain nombre de problématiques. La deuxième chose, c'est évidemment de s'intéresser aux algorithmes. C'est pas du tout anodin, les algorithmes qui sont utilisés sur les plateformes, et de dire qu'il est possible de penser à des algorithmes plus éthiques, c'est-à-dire qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les caractéristiques actuelles, qui visent, soyons très clairs, à maintenir les utilisateurs connectés le plus longtemps possible. Et si on peut l'accepter d'une certaine manière pour des adultes, c'est évidemment inacceptable pour des mineurs. Donc la vraie question qu'on doit poser aux plateformes, c'est de dire pourquoi vous n'adaptez pas vos algorithmes en fonction de l'âge des utilisateurs, et ensuite ça les renvoie immédiatement à la problématique de savoir comment ils vérifient l'âge de leurs utilisateurs. Puisque quand même, quand on les a auditionnés, la réponse qui nous a été faite par un certain nombre d'entre eux, c'est on n'a pas d'utilisateurs de moins de 13 ans sur nos réseaux.
Évidemment, puisque l'âge est déclaratif. Donc, bien évidemment, il renseigne un âge au-dessus de 13 ans. Mais pour tous ceux qui travaillent avec des enfants ou des adolescents, vous savez très bien que si vous leur demandez s'ils ont un compte sur un réseau social, en fait, à 7-8 ans, vous en avez déjà quasiment 60% ou 40-50% qui ont déjà des comptes sur des réseaux sociaux. Donc, ça pose un vrai problème. Et puis la dernière chance, c'est de redonner finalement la liberté de choix aux mineurs. Et ça, c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir le choix d'avoir un compte, de ne pas avoir un compte, d'utiliser un algorithme, enfin d'avoir finalement qu'on pousse certains types de contenus. Et il y a un véritable enjeu chez les mineurs, effectivement, à les ouvrir à différents types de contenus et pas les enfermer dans des algorithmes finalement qui vont leur proposer que des choses qui soient très alignées avec leurs préférences. Donc ça, c'était la première chose. On s'est réparti les choses. Et ensuite, la question évidemment des parents. La véritable question, au-delà du temps d'écran, et on y reviendra, le temps d'écran, c'est problématique parce que c'est pas une très bonne variable finalement. Évidemment, la question, c'est l'exposition à du contenu non approprié pour l'âge de l'enfant. Donc ça renvoie effectivement à cette question de l'âge. Et donc, il y a un véritable enjeu de protéger les mineurs contre les contenus illégaux. C'est-à-dire que les contenus illégaux, alors on parle évidemment de la pornographie. Il y a une loi qui est en place. On voit bien qu'il y a des difficultés de mise en œuvre de cette loi, notamment sur l'accès aux sites pornographiques, avec l'idée qu'il va falloir renseigner, il y aura des vérifications d'âge qui seront beaucoup plus contraignants qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai pour tout type de contenu, c'est-à-dire qu'il y a des contenus illégaux qui circulent sur les réseaux sociaux, extrêmement violents, et c'est ça aussi que nous ont fait remonter les jeunes, et même sur certains types de boucles de messagerie dans lesquelles c'est très complexe d'aller vérifier ce qui s'y passe. C'est-à-dire que vous avez des boucles fermées sur Telegram, par exemple, sur lesquelles vous avez des échanges de contenu extrêmement violents qui posent évidemment des questions quand on est jeune et qu'on a du mal à prendre une distance par rapport au contenu auquel on est exposé. La deuxième chose, c'est évidemment d'agir pour la petite enfance. Alors, il y a eu la commission des 1000 premiers jours, notamment, qui avait été pensée en cela, mais il y a une idée finalement d'accompagner les parents dans leur choix liés au numérique, finalement, en les outillant non seulement sur le numérique, mais de façon plus générale. C'est-à-dire que ce sur quoi on a beaucoup insisté dans la commission, c'est la question d'un parcours de parentalité qui soit, il faut le dire en France, est quasiment inexistant. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez à la maternité, on vous fait des cours de préparation à l'accouchement, et ensuite il ne se passe plus rien. C'est comme si une fois que l'enfant était arrivé et né, finalement, il n'y a plus de problématique. C'est-à-dire que les parents savent faire. Non, les parents ne savent pas faire. C'est extrêmement complexe d'être parent. Ça n'a jamais été sans doute plus complexe d'être parent aujourd'hui. Et que donc, il y a un véritable enjeu à penser des parcours de parentalité dès la maternité dans lequel, finalement, on ne sensibilise pas uniquement au numérique, mais qu'est-ce que c'est que le développement cognitif et socio-émotionnel d'un enfant et d'un adolescent? Et ça, c'est quand même très surprenant d'observer qu'il n'y a quasiment aucune connaissance de cela. Je parle pour les parents, mais je pourrais le dire aussi d'une partie de la communauté éducative qui, en tant que psychologue du développement, finalement, manque de connaissances sur ce qu'est réellement le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent. Et c'est fondamentalement problématique parce que pour exercer une parentalité éclairée, il faut avoir une connaissance de comment se développe un enfant. Peut-être dire que le carnet de santé a très récemment évolué au regard de certaines des propositions. Certaines des propositions, et effectivement, une des propositions, c'était de sensibiliser sur la question des écrans. Et vous savez que maintenant, dans le carnet de santé, effectivement, il y aura une sensibilisation sur les écrans. On était même allé un peu plus loin. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ça sera repris. Mais l'idée, c'était d'avoir, comme un peu, on a une courbe de croissance pour le poids et la taille, d'avoir quelque chose de similaire sur l'exposition aux écrans, de telle manière à ce que ça puisse ouvrir une discussion avec les parents et qu'ils puissent se rendre compte parfois que, effectivement, on est en train de déraper sur le temps d'écran global, parce que pour qu'un enfant puisse bien se développer, il a besoin finalement de s'engager dans des activités diverses. Ça ne veut pas dire que c'est fondamentalement négatif de regarder des écrans, mais ça veut simplement dire que pour bien se développer, on peut regarder un peu des écrans, mais il faut avoir plein d'autres activités auxquelles on participe et dans lesquelles on s'engage. Mais ça a quand même eu des impacts. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est en train d'avoir qu'il y a certaines recommandations, en tout cas, qui sont en train de remonter dans des actions comme des actions de modification du carnet de santé. Alors, puisqu'on est dans les TNE, je voulais insister sur cette proposition, former, outiller les enseignants, clarifier la stratégie du numérique à l'école, parce que contrairement à une approche trop facile, le rapport sur les écrans, le rapport qu'on a proposé, va complètement dans le sens de ce qui est fait dans les TNE. C'est quand même très important que vous, acteurs engagés sur ce sujet,
vous l'ayez en tête. Le rapport propose d'ailleurs d'élargir l'expérimentation à l'ensemble du territoire. Donc je voulais souligner fermement cela, puisque la dimension accompagnement, outillage, et notamment des éducateurs et des enseignants, est la condition nécessaire d'un bon usage des écrans. Parce que rappelons-le, l'école est le seul lieu où on est sûr que les enfants sont accompagnés dans leur usage du numérique éducatif. Il n'y a pas d'autre espace où on est certain qu'ils soient accompagnés, en tout cas dans un cadre scolaire. Donc ce qu'on a voulu vraiment souligner, c'est peut-être l'organiser autour de 2 mots-clés, la progressivité et la cohérence dans la stratégie du numérique à l'école. Pourquoi ? Puisque, et je vous parlais de la façon dont, représentante de l'éducation nationale, j'ai pu être déplacée ou en tout cas interrogée dans mes convictions, puisqu'effectivement, dans les auditions d'acteurs à différents endroits de la société, la position de l'école par rapport au numérique n'est parfois pas comprise parce qu'elle est vécue comme étant en hiatus, finalement, avec ce qui se passe à la maison ou avec d'autres formes de recommandations sur la place du numérique à l'école. Donc c'est une lecture qui n'est pas évidemment celle de notre maison et qu'on porte au sein du ministère de l'Éducation nationale, mais il nous paraissait nécessaire de clarifier cette approche et de dire non, l'éducation nationale n'a jamais été pour le tout numérique, bien sûr. En tout cas, l'éducation nationale a la responsabilité de former, et notamment les enseignants, et d'accompagner les élèves dans leurs usages. C'est pour cela que sensibiliser les enseignants sur les usages numériques des jeunes, notamment à travers ce que va vous présenter Grégoire tout à l'heure, et les usages pédagogiques du numérique, ça c'est un point fondamental. C'est-à-dire, le numérique n'est pas un outil, le numérique est un médium, comme d'autres, pour apprendre, pour s'éveiller, pour aiguiser sa curiosité, peut être utilisé ou peut ne pas être utilisé. Et donc, quels sont les usages pédagogiques du numérique qui ont une efficacité ? C'est précisément ce qu'on expérimente dans TNE. C'est la plateforme que je vous montrais tout à l'heure, avec les outils numériques qui sont mis à disposition des enseignants, les formations que nous proposons, le travail avec les acteurs de la parentalité, la trousse à projet. Voilà, on est vraiment là-dessus. Quels usages pédagogiques du numérique ? Évidemment, la place de la citoyenneté numérique. Qu'est-ce que c'est qu'être un jeune ? Qu'est-ce que c'est qu'être un enfant aujourd'hui dans la société telle qu'on vit ? On le voit en un an, entre le moment où on a démarré ces travaux et le jour où l'on se parle. Vous imaginez un petit peu comme la société, rien que sur le plan de la progression des technologies, de l'impact sur nos vies, a totalement changé en 3 semaines. Les annonces de Mark Zuckerberg sur la fin des politiques de désinformation ont des conséquences majeures sur ce que c'est que la citoyenneté numérique. Les IA génératives et leur accélération fulgurante ont des conséquences majeures sur l'accès au savoir, sur le rapport au numérique. Donc, il est absolument essentiel de prendre en main ces enjeux en formation initiale et continue. Bon, effectivement, on est pleinement engagé sur cette mission à Canopée avec tous nos partenaires et avec les académies et l'éducation nationale, bien sûr. Mais je crois qu'on insiste aussi là-dessus, notamment sur l'éducation média, l'information. La faire changer de dimension, c'est absolument essentiel, mais aussi questionner aussi la manière dont on peut aborder ce rapport à une vérité, de la bonne information, de la bonne manière de s'informer, en prenant en charge aussi les questionnements qui peuvent être ceux des jeunes. Il y a des propositions là-dessus. De la même manière, on a été assez frappé de constater, notamment dans le hackathon, que sur Pix, par exemple, qui est un dispositif aujourd'hui généralisé, les élèves qu'on a interrogés, donc on vous a donné un échantillon modeste, mais quand même 150 jeunes, qui étaient tous en 3e, ne faisaient pas le lien entre ce qu'ils apprenaient sur Pix et à l'école et leur vie, en fait. C'était un savoir scolaire vécu un petit peu de manière passive, mais qui pour eux n'avait aucun rapport avec ce qu'ils pouvaient vivre dans la vraie vie.
dans leur vie numérique en l'occurrence. Et ça nous a interrogés. Donc encore une fois, l'accompagnement, l'explicitation, voilà. Et puis évidemment, le continuum avec les familles. Et c'est là où la question de la cohérence et de la progressivité dans la place du numérique à l'école est vraiment important. Progressivité, parce qu'il faut qu'effectivement la place des écrans en tant qu'outil puisse être progressive dans la scolarité. On reviendra peut-être sur la question de la maternelle et vous aurez des questions là-dessus. Donc on a pris des positions sur la maternelle, clairement. Et cette progressivité, elle doit être explicitée aux parents, explicitée aux enseignants. Et la cohérence, bon, on va en redire un mot, mais la question des ENT, de Pronote, du fait de l'équipement obligatoire en téléphone portable lié à l'ENT, etc., a pris une place, je dois dire, dans nos auditions, dans la commission, qui nous a amené à dire, oui, effectivement, il faut prendre en charge ce sujet de la place du numérique, de la communication avec les parents, avec ces outils, dans les établissements, en faire un objet éducatif. Par exemple, en réunion de parents, en début d'année, est-ce qu'on peut s'interroger collectivement sur la place des outils numériques dans l'établissement? Autrement que pour avoir accès à toutes les informations, équipez-vous, téléchargez, etc. C'est ça, la question de la cohérence, pour vraiment aligner le souci des familles qui disons-le, ne savent plus comment gérer la question des temps d'écran à la maison, et ce que peut apporter l'école, qui, encore une fois, est le seul lieu où on éduque à des usages raisonnés. Et ça nécessite un accompagnement des équipes éducatives, une formation très volontariste des enseignants, un portage par les chefs d'établissement, un accompagnement par les collectivités, enfin tout ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire dans TNE. Puis la question de la communication nationale d'envergure, elle revient à plusieurs endroits du rapport. Effectivement, que ce soit pour la protection des enfants sur Internet, que ce soit sur l'exercice de la parentalité, que ce soit sur l'éducation numérique, et encore une fois, on est un exemple vivant de cela ici, tout le monde fait des choses, et tout le monde fait des choses très bien. Le problème, la plupart du temps, c'est que ça ne se voit pas, ça ne se fait pas, et on ne fait pas les choses ensemble. Donc cette question d'une gouvernance beaucoup plus partagée, d'une communication beaucoup plus lisible et univoque, c'est ce qu'on a essayé de porter, et d'où le fait que le rapport, ou en tout cas ce travail, puisse donner une impulsion pour avoir une communication plus large et plus forte. Donc sur la stratégie d'éducation numérique, vous le savez, le Premier ministre l'a annoncé dans son discours de politique générale, la pause numérique, qui avait été décidée et expérimentée par Madame Belloubet, devrait aller vers une généralisation. Voilà. Donc ça participe d'une plus grande visibilité d'une action, mais c'est absolument indispensable d'une éducation, d'une formation pour voilà, à la fois garantir des usages du numérique éducatif, parce que la pause numérique, ça n'interdit pas l'usage du numérique éducatif, hein, soulignons-le, mais ça engage effectivement d'impliquer l'ensemble des acteurs, dont les jeunes. Écoutons la parole des jeunes, et ça c'est vraiment une des leçons que je souhaitais souligner. Voilà. Et redonner le pouvoir aux jeunes de maîtriser leur vie numérique, ça passe par un engagement des plateformes, comme l'a très bien souligné Grégoire, mais ça passe aussi par un autre regard sur leur pratique. Donc, l'idée, c'est quand même de balayer ces 29 propositions, parce que souvent, on présente les axes, mais on va rarement dans le détail des propositions, mais c'est bien que vous ayez une idée un peu des différentes propositions, peut-être aussi montrer celles qui sont plus ou moins consensuelles dans la commission, parce que je pense que c'est important aussi voilà, de montrer que tout n'était pas consensuel. D'ailleurs, c'est dit dans le rapport, hein, les recommandations qui sont moins consensuelles, vous avez vu qu'elles touchent beaucoup à l'école, parce qu'il y avait effectivement des positions qui étaient très clivées par rapport à ça, notamment la position, je dirais, des personnes qui venaient plus du domaine de la santé et ceux qui venaient plus du domaine de l'éducation. Mais globalement, sur ce premier axe, il y avait globalement un consensus qui était fort dans la commission. L'idée, c'est effectivement de dire qu'il y a un certain nombre de conceptions d'algorithmes, alors qu'on a appelé addictogènes, ce qui ne veut pas dire qu'elles
que l'utilisation de ces outils numériques relève de l'addiction. Donc c'est ça la difficulté je dirais la nuance qu'il faut essayer de mettre en place, c'est que pour l'instant il n'y a pas d'addiction reconnue aux réseaux sociaux par exemple, ni aux jeux vidéo, que ça sera peut-être le cas d'ici quelques années, mais pour l'instant il n'y a pas de consensus dans la communauté médicale pour considérer que ça relève des addictions. Ça aurait une incidence. À partir du moment où vous considérez que les réseaux sociaux ou que les jeux vidéo sont des addictions, dans ces cas-là, ça sera interdit. Il faut en avoir conscience, c'est très clair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça constitue une addiction, on aura des mécanismes de régulation de ces usages qui seront extrêmement, je dirais, coercitifs, du même titre que ceux, par exemple, pour les jeux d'argent. C'est-à-dire qu'il est interdit en dessous de 18 ans de jouer à des jeux d'argent. On aura exactement le même type de recommandation à partir du moment où on considérera que c'est une addiction. Ça s'imposera peut-être. Pour l'instant, je dis simplement qu'il faut distinguer ce qui relève d'une conception addictogène, qui relève finalement au fait que vous allez consommer de plus en plus, et le fait que ce soit une addiction. Parce que l'addiction, ça se définit sur 9 critères, dont du retrait social de 6 à 12 mois. C'est pas forcément ce qu'on observe chez les élèves. Ils peuvent utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Les enfants ou les adolescents, ça n'a pas forcément comme incidence du retrait social pendant 6 à 12 mois. Donc c'est juste un des exemples des critères qu'il faut utiliser pour déterminer que c'est une addiction. Et évidemment, c'est de parler de certains services numériques. On ne parle pas ici des solutions numériques en éducation. On parle de grandes plateformes qui ont effectivement des algorithmes très spécifiques de ce point de vue-là. L'enjeu pour nous, c'était de rappeler qu'il faut pouvoir inverser la charge de la preuve pour lutter contre les conceptions et les algorithmes délétères des services numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même un peu paradoxal. C'est-à-dire que si on se pose juste 2 minutes les uns avec les autres et qu'on réfléchit à la problématique aujourd'hui des grandes plateformes, c'est-à-dire qu'on demande finalement aux plateformes pas grand-chose, y compris dans le DSA. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des audits réguliers de s'ils pourraient potentiellement avoir des effets délétères sur la santé mentale et sur la santé globalement des utilisateurs. C'est pas tout à fait ce qu'on devrait leur demander. C'est-à-dire que normalement, si on construisait dans le bon sens une politique de régulation de ces plateformes, on devrait faire exactement ce qu'on a mis en place, par exemple pour les normes européennes qui constituent l'utilisation des jouets pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'ils passent par un processus de validation pour assurer en amont qu'ils ne produisent pas d'effets délétères sur la santé mentale et sur la santé physique des jeunes. Et donc on se retrouve ici dans une espèce de situation où on demande a posteriori finalement en partie au pouvoir, soit directement aux acteurs, soit au pouvoir public, c'est-à-dire aux chercheurs dans les organismes de recherche publique, d'évaluer la dangerosité potentielle de ces outils. Alors, on a construit les choses complètement à l'envers. Donc la première proposition, c'est simplement de dire, bon, on remet finalement les choses dans le bon ordre, ils doivent démontrer qu'ils ne produisent pas d'effets potentiellement négatifs et délétères sur la santé mentale des jeunes, et pour ça, ça veut dire qu'ils doivent changer leurs algorithmes. La deuxième idée, c'est de proscrire les pratiques délétères en termes de conception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très clairement, en fait, les algorithmes aujourd'hui, ils sont construits de telle manière, en fait, d'une part, à induire une monétisation des données. Alors, pour les mineurs, effectivement, normalement, il n'y a pas de monétisation des données possible, sauf que TikTok a été condamné, notamment au Royaume-Uni, parce qu'il s'avère qu'il monétisait des données et que ce n'était pas très clair quand même les réponses qui nous étaient données. Donc la question, c'était de savoir à 18 ans, est-ce que les données d'utilisation d'un utilisateur mineur peuvent être réutilisées à partir de 18 ans? Et là-dessus, on n'a pas eu de réponse. Donc l'idée, c'est simplement de dire il faut des algorithmes qui respectent un certain nombre de cadres éthiques, notamment quand ils sont proposés à des mineurs. Troisième idée, rendre le pouvoir d'utilisateur par la reconnaissance d'un nouveau droit au paramétrage. C'est-à-dire qu'en gros, on puisse paramétrer par défaut, je dirais, des paramétrages qui fassent que l'utilisateur soit totalement sécurisé quand il utilise ça, a fortiori quand c'est des mineurs, et que l'utilisateur puisse très rapidement paramétrer finalement les algorithmes de telle manière, par exemple, à ne pas être enfermé dans des boucles de renforcement de ses préférences. Quatrième idée, renforcer les garde-fous dans les jeux vidéo. On en a déjà parlé, c'est le fait d'interdire par exemple les loot box pour éviter ce type de conceptions qui vont entraîner potentiellement des utilisations extrêmement prolongées de ces jeux vidéo. Sécuriser, structurer et amplifier l'action de la société civile, ça a été effectivement quelque chose qui était important. Par exemple, les promeneurs du net, c'est-à-dire de donner à la société civile aussi des moyens pour pouvoir exercer des lieux sur le numérique dans lequel les jeunes puissent justement recevoir de l'aide, puisque c'était bien ça une des problématiques qu'on a entendues chez les jeunes, c'était de dire finalement on n'a personne à qui s'adresser, et donc il y a un besoin de la société civile d'être engagée dans ce dispositif. Et puis la dernière idée, c'était d'envoyer un signal clair d'investissement de la recherche multidisciplinaire et d'ouverture des données afin de renforcer la position du régulateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a le DSA, bien sûr, les plateformes doivent nous donner leurs données,
mais quand on les demande, globalement, on a des données qu'on ne peut pas traiter. Donc l'idée, c'est de rappeler qu'il y a une obligation du côté des grandes plateformes, que cette obligation, elle est importante, et puis on reviendra au principe de pollueur-payeur. L'idée, c'est que c'est aussi aux plateformes de financer en fait la recherche dans ce domaine-là. C'est-à-dire que comme dans l'industrie du tabac ou dans l'industrie de l'alcool, il y a une partie finalement de ces industries qui reversent de l'argent au gouvernement qui permettent de soutenir la recherche dans ce domaine parce que justement ça peut constituer des problématiques de santé publique. Alors protéger plutôt que contrôler les enfants, donc c'est le deuxième axe. Et là on a essayé d'insister sur la responsabilité des acteurs économiques. C'est ce que disait Grégoire tout à l'heure, c'est-à-dire sur dans les auditions, cette facilité à pointer la responsabilité des parents. Vous avez qu'à paramétrer et le job est fait. Pas du tout. Donc faire émerger, promouvoir des solutions privées de protection plus efficientes et accessibles, notamment pour les familles. Il ne s'agit pas simplement de paramétrer, parce qu'on sait en plus que pour ceux qui ont des ados, c'est quelque chose qui est facilement déparamétrable. Il existe des solutions privées efficaces de protection des jeunes sur Internet. C'est aussi un sujet qu'on prend en charge dans TNE, encore une fois. Donc ça, c'est la proposition qu'on fait sur cet axe-là. Soutenir le déploiement ferme du DSA. Alors, on est en plein dans cette actualité institutionnelle en ce moment à l'égard des sites pornographiques, notamment avec l'action de la nouvelle ministre Clara Chapaz, pour forcer à l'adoption des outils de contrôle de l'âge déjà disponibles et investir dans le même temps dans la production de ressources adaptées aux questions légitimes des enfants sur leur vie affective et sexuelle. Alors ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister. On a aussi souhaité faire des propositions sur la vie affective et sexuelle, qui fait aussi l'objet actuellement dans notre ministère de réflexion et de disposition. Pourquoi ? Puisque on s'en est pas assez rendu compte en tant qu'adulte, mais c'était absolument frappant dans les auditions qu'on a menées. Aujourd'hui, ça a l'air de rien de se dire ça, mais ça a des conséquences majeures. La façon dont les adolescents vivent leur vie affective et sexuelle, ou la façon dont ils entrent dans ce type de relation est numérique. En tout cas, se fait sur le numérique. La relation à l'autre, la relation même amicale, a une dimension numérique. Parler aux autres, regarder les usages de nos ados se fait sur les outils, les réseaux sociaux, etc. Donc ça a des conséquences absolument majeures sur la façon dont ils entrent et notamment dans la vie affective et sexuelle, avec le pendant de cela, c'est-à-dire un accès à la pornographie beaucoup plus facilité, etc. Donc, il faut s'en emparer de manière extrêmement volontariste. Et la production de ressources adaptées, l'autre élément qu'on souhaitait souligner, c'est que, par exemple, les paramétrages des réseaux sociaux, etc., ou des plateformes, aussi bien proposées par les plateformes que proposées par des acteurs tiers, sont souvent des ressources qui ont été faites pour des adultes, voire des adultes très très à l'aise avec le numérique, on va le dire, et souvent difficiles à appréhender. Donc ça, des productions de ressources adaptées aux questions des enfants, à la fois pour se protéger ou pour entrer dans leur vie affective et sexuelle, nous paraissait extrêmement important, et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est une dimension mal connue du rapport. Oui, et puis peut-être rappeler quand même qu'aujourd'hui, quand on parle avec des adolescents et quand on parle de leur vie sexuelle, avec la question de savoir qui pourrait être un référent, finalement, qui pourrait répondre à leurs questions, la réponse est très claire du côté des parents, ils ne veulent pas en parler avec leurs enfants. Ils ne veulent pas en parler, ça les met mal à l'aise. Donc on a un vrai problème. Dans le même temps, on essaye de pousser une éducation à la sexualité à l'école et on voit toutes les problématiques que ça pose aujourd'hui, les bras m'en tombent. C'est-à-dire que se dire qu'au XXIe siècle, on est encore sur des questions relatives à la question de savoir si on peut ou pas à l'école aborder les questions de sexualité, mais c'est une évidence qu'il faut l'aborder. Parce qu'il n'y a pas de question là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité absolue que l'école s'empare de cette problématique-là. Et ce n'est absolument pas normal qu'on n'arrive pas dans notre école à pousser l'éducation à la sexualité. On en a besoin. Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font ? Effectivement, ils vont chercher des réponses en consultant des sites pornographiques. C'est pour ça qu'ils vont consommer du contenu pornographique, en premier lieu. Ensuite, je ne vous dis pas qu'ils ne le consomment pas pour d'autres raisons, mais en premier lieu, c'est pour ça qu'ils le consomment. Donc en fait, la réponse, elle est claire. C'est-à-dire que si les parents ne veulent pas s'en charger, et on peut le comprendre, bah, finalement, il y a un rôle de l'école, là aussi, de s'emparer de cette question-là.
pour des usages protégés. Puis je passe vite, donc la politique de signalement pour en faire un levier important d'action en direction des plateformes. Donc là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Et puis, on a eu aussi une réflexion qui est vraiment difficile sur comment concilier impact écologique et utilisation du numérique. Sur ce point, je pense que le sujet est tellement complexe qu'on est arrivé à cette recommandation de faire savoir, de promouvoir, de connaître les impacts du numérique. Donc là aussi, il y a une dimension formation qui est extrêmement importante, bonne pratique. Pas mettre son téléphone dans sa poche aussi sur les questions de santé. C'est un sujet qui nous a posé difficulté parce qu'il nous paraissait parfois difficile de concilier absolument ces enjeux, notamment environnementaux, avec les sujets de la place du numérique dans nos vies. Et notamment à l'école, parce que ça a été justement un point de dissension fort dans la commission, avec certaines positions qui visaient à dire que comme le numérique n'était pas bon pour l'environnement, il fallait que l'école soit un sanctuaire et qu'il n'y ait plus aucun écran. Évidemment, un certain nombre d'entre nous suggéraient que c'était une proposition qui était un peu caricaturale et qu'il fallait évidemment sensibiliser sur la question écologique, mais ça ne voulait pas dire que dans le même temps, il fallait supprimer les écrans des écoles. Troisième axe, assumer et organiser une progression des usages des écrans et du numérique chez les enfants en fonction de leur âge. Je pense que ça, c'est un enjeu extrêmement important. Il faut protéger autant que possible, et vous avez bien vu que nous n'avons pas dit interdire, protéger les jeunes enfants de 6 ans de l'exposition aux écrans, notamment dans les lieux d'accueil, crèches, assistance maternelle, école maternelle. Alors, il faut le comprendre, cette proposition, dans le cadre des usages récréatifs des écrans. C'est comme ça qu'on l'a posé, en tout cas, dans cette proposition 11. Donc, quand on parle de l'école maternelle, on dit simplement qu'effectivement, comme on s'adresse à des jeunes enfants, que c'est plutôt c'est plutôt bon pour le développement d'aller jouer dehors. L'idée, c'est simplement que quand il pleut, on évite de mettre les enfants directement devant un écran pendant la récréation. C'est pas nécessaire, ou pendant le temps périscolaire. Et que dans ce temps-là, on peut les amener effectivement à jouer dehors. C'est plutôt bon pour le développement cognitif. Donc c'est ça qu'on voulait rappeler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas caricaturer non plus les recommandations qu'on a faites. On disait simplement qu'en dessous de 6 ans, globalement, notamment dans les lieux d'accueil, il y a un enjeu à ce qu'on essaye de ne pas avoir trop d'écrans, et c'était surtout là-dessus. Encore une fois, on n'a pas dit interdiction, on a dit protéger. Donc, dans la question de la protection, il y a effectivement l'idée d'essayer de limiter autant que possible la présence des écrans. Et encore une fois, je le rappelle, sur la question de l'école maternelle, c'était en tout cas, dans ma compréhension, dans ce que j'essayais de faire passer avec Marie-Caroline, ce qu'on disait, c'était évidemment sur le temps qui est du temps récréatif. Il n'y a pas d'enjeu, je veux dire, de ce point de vue-là. Ils peuvent faire plein d'autres choses quand ils sont en maternelle plutôt que d'être devant un écran, même quand il pleut, même quand il fait froid. C'est bien qu'ils aillent dehors. C'est même recommandé par les associations de pédiatrie internationales qui suggèrent qu'effectivement, il faut que les enfants puissent s'engager dans un certain nombre d'activités, y compris parfois des activités qui peuvent potentiellement être dangereuses, parce que c'est comme ça qu'on apprend à gérer les risques. Ça paraît contre-intuitif, mais en fait, le fait de vouloir tout protéger tout le temps, c'est pas une bonne chose pour le développement cognitif des enfants et leur capacité à prendre des décisions de façon raisonnée. Autoriser l'accès aux seuls réseaux sociaux éthiques à compter de 15 ans. Ça a fait beaucoup parler, on n'était pas tous d'accord non plus là-dessus, il y avait une vraie question sur la borne d'âge, mais finalement, je pense que c'était une bonne chose d'être un peu provocateur de ce point de vue-là, sachant que finalement, on se rend compte que d'autres pays sont allés encore plus loin que nous, qui ont interdit les réseaux sociaux jusqu'à 16 ans. L'idée, c'était surtout de dire que globalement, tant que les réseaux sociaux ne font pas leur boulot, globalement, il faut pouvoir effectivement avoir une position forte qui est de dire ils ont qu'à réguler leur réseau. À partir du moment où ils réguleront leur réseau et leurs algorithmes, qu'ils mettront en place des algorithmes qui sont réellement adaptés à l'utilisation par les mineurs, à ce moment-là, il n'y aura plus de problématique d'une certaine manière qui puissent finalement accéder à ces réseaux sociaux. Et pourquoi 15 ans ? Parce qu'il y a une notion, et je pense que tu l'as très bien dit, Marie-Colline, qui est la question de progressivité. C'est-à-dire que c'est un apprentissage. C'est un outil avec des problématiques qui se posent à l'utilisation de cet outil. Et comme de la même manière qu'on ne donnerait pas pour couper un aliment à un enfant tout de suite un couteau extrêmement pointu et extrêmement coupant, on commencera effectivement de façon progressive. Et donc il faut qu'il y ait une entrée progressive. D'où la proposition 13. C'est-à-dire que la proposition 13, peu importe que ce soit 11, 13, 15, ça pourrait, d'ailleurs ça a été une discussion, est-ce que c'est 9, 11, 13 ou 11, 13, 15 ? Bon, il n'y a pas de données qui suggèrent plus l'un que l'autre. Par contre, derrière, il y a cette notion, et c'est ça qu'on veut faire passer, de progressivité
et de progression dans les usages. Oui, on ne donne pas tout de suite un smartphone à un enfant avec open bar en termes de data et en termes d'accès aux réseaux sociaux. Ce n'est pas une bonne idée. Donc il faut une progressivité, et donc l'idée c'est globalement pas d'écran avant un certain âge. On a dit 11 ans parce qu'effectivement il nous a semblé que en termes de mobilité par exemple des enfants, mais on peut évidemment le discuter quand on est dans la grande ruralité, peut-être que les problématiques ne sont pas exactement les mêmes, donc tout ça c'est évidemment à adapter. Mais l'idée c'est globalement avant un certain âge, pas d'écran individuel, et notamment de portable, parce que la problématique du portable, c'est qu'ils l'utilisent quand ils ne sont pas avec nous. Donc c'est beaucoup plus difficile d'exercer un contrôle parental. Ensuite, des téléphones sans Internet, puisqu'effectivement, on peut bien comprendre qu'à l'entrée au collège, il y a une problématique, effectivement, de pouvoir rester en contact avec les enfants, et que de ce fait-là, on a besoin de pouvoir, ils ont besoin de pouvoir nous appeler s'il leur arrive une problématique. Donc, effectivement, à partir de 11 ans, un téléphone sans Internet, puis des smartphones, à compter de 13 ans, sous réserve que l'accès au réseau et au contenu légaux ne leur soit pas permis. Donc ça veut dire que du côté des plateformes, qu'il y ait effectivement des dispositifs de vérification contraignants de l'âge des utilisateurs, de telle manière à ce qu'effectivement on soit sûr qu'ils ne vont pas aller sur un réseau social et être exposés à du contenu illégal et ou du contenu non adapté à leur âge. Parce que c'est ça en fait notre vrai problème. Au-delà du temps d'écran, c'est qu'ils sont exposés à du contenu qui n'est pas adapté à leur développement cognitif et socio-émotionnel. Et c'est ce sur quoi il fallait qu'on essaie de lutter. Donc vraiment, cette question de la progression, elle est extrêmement importante du côté des pratiques parentales et du côté de l'éducation au numérique et par le numérique. Et puis la dernière idée, c'était de définir et piloter une politique d'équipement numérique respectueuse des enfants et réconciliant les enjeux de santé, de pédagogie, d'éducation et d'environnement. Ça veut dire quoi? Bon, c'est très bien, on a des collectivités territoriales dans la salle. Il faut un pilotage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pilotage fort entre éducation nationale et collectivités territoriales. Il ne faut pas que les collectivités territoriales prennent seules la décision, par exemple, d'un équipement X ou Y. Comment on réfléchit sur ces problématiques-là? Est-ce qu'il faut plutôt des équipements individuels ou plutôt des classes mobiles? Tout ça, ça se discute et ça doit être piloté de façon efficace, de telle manière à ce qu'effectivement, en fonction des projets des territoires, des projets éducatifs des territoires, il y ait une réelle copilotage entre les territoires et les écoles notamment. C'est exactement comme ça qu'on procède dans TNE, avec une réponse aux besoins identifiés par le territoire et un pilotage vraiment totalement associé État-collectivité. En tout cas, c'est l'ambition et c'est la manière dont on le vit. Allez. Oui, on va essayer d'avancer. Alors j'en ai déjà largement parlé. La progression des usages du numérique pose aussi la question de l'école. Alors la proposition 15, je vais la détailler un petit peu. Je ne la relis pas, vous l'avez sous les yeux. L'idée, et on a eu, c'est vraiment là-dessus, sur cette page-là, que les débats se sont crispés. Notamment cette proposition 15 où on a fait des allers-retours longs. Non et difficile. C'est pour ça qu'elle est aussi longue en fait, c'est une des plus longues du rapport. Pourquoi? Puisque au sein de la commission s'imposait une option qui était celle de dire pas de numérique à l'école. Bon, évidemment, c'est pas une option qui nous paraissait souhaitable pour certains des membres de la commission, dont Grégoire Borst et moi-même. Parce que nous sommes convaincus, et je vous le disais en introduction, on ne se souvient pas, on a oublié la période qui était pas si lointaine, post-Covid, où on s'est dit, mon Dieu, on n'est pas prêt, on n'est pas formé, on n'est pas équipé, il faut absolument qu'on donne accès, notamment aux populations les plus défavorisées, aux élèves les plus fragiles, à garantir un accès au numérique. C'est ça les TNE et c'est ça le dispositif dans lequel on est engagé. Et c'est ça qui a motivé le financement de France 2030 à cette hauteur de moyens. Il faut le rappeler. Donc on a essayé de trouver, effectivement, dans nos discussions, une proposition qui permette à la fois de répondre à ces objectifs de cohérence, de progressivité, et d'accompagner en fait le déploiement du numérique éducatif en fonction des âges et en fonction aussi de l'impact mesuré avec l'aide de la recherche. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut effectivement accompagner le déploiement des programmes et des ressources du numérique éducatif dans le cadre scolaire par une expérimentation. Bon, les TNE, encore une fois, sont une expérimentation et une étude d'impact préalable qui a la vertu, je dirais, d'engager beaucoup plus, je pense, en formation, notamment les enseignants et les professeurs,
pour leur dire voilà ce qu'on a pu mesurer comme impact concret sur les apprentissages, sur la motivation des élèves, etc. C'est vraiment ça l'idée. Avant d'envisager une diffusion plus large, donc première proposition, et puis de corréler ça avec une formation des enseignants à leurs usages pédagogiques. Donc encore une fois, les TNE sont le lieu de cette approche. On a souhaité insister sur les élèves à besoins éducatifs particuliers qui constituent 10% de nos élèves aujourd'hui, qui ont absolument besoin d'être accompagnés à l'école par le numérique pour garantir un accès à l'apprentissage, à la graphie, etc. Donc de garantir ça, c'est pour ça qu'on l'a écrit. Hein. Il ne s'agit pas de limiter les équipements numériques, évidemment, notamment pour ces élèves. Et puis la question de la labellisation, hein, qui est une question ancienne dans notre ministère, reconnaître donc les solutions, les labelliser pour celles qui ont validé scientifiquement leur impact positif sur les apprentissages et les mettre à disposition des enseignants via une interface dédiée et sécurisée. Là encore une fois, c'est ce qu'on essaye de vous apporter dans TNE, notamment avec la plateforme dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, il nous revient, et encore une fois, on a toutes les forces dans l'éducation nationale et on est déjà en train de le faire, de mettre en œuvre cette proposition 15 qui n'est pas une limitation à la place du numérique à l'école, mais au contraire, un encouragement à respecter la question de la progressivité, la question de la cohérence et la question de la qualité éducative que nous devons aux enseignants et que nous devons aux enfants, évidemment. Alors, la question de Pronote et des ENT, même chose, a été extrêmement discutée. Pour faire rapide, l'éducation nationale nous impose Pronote, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'occuper Pronote et les ENT. D'ailleurs, c'est deux choses différentes. On est à Marseille, donc Pronote est né ici, hein, la société Index Éducation est pas loin. Voilà, donc je dirais, j'ai été moi surprise par la place de cet outil et de cette marque hein, dans le quotidien des Français, en fait. Et son rapport et le rapport des familles à cet outil rendu responsable d'un équipement précoce, de notifications intempestives, etc. Et tout cela, de fait, ce que je disais tout à l'heure, est paramétrable et activable. Donc évidemment, sur ce sujet-là, notre ministère a mis en place des espaces de discussion, notamment avec ces acteurs des ENT, etc., qui préexistaient d'ailleurs au rapport, pour améliorer en fait l'expérience vécue notamment par les enfants sur Pronote, arrêter les notifications intempestives et en faire un objet du projet éducatif porté par l'établissement, c'est-à-dire on ne subit pas les outils numériques, on les intègre à son projet éducatif, on en fait une stratégie, et donc ça aussi c'est une question de formation. Voilà, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup discuté. Donc ce cadre strict d'utilisation de Pronote pour réguler la place de cet outil. On va s'arrêter, et puis les téléphones au collège, j'en ai parlé, c'est la pause numérique, et systématiser dans chaque lycée un cadre partagé sur la place et l'usage des téléphones dans la vie de l'établissement, c'est la même idée. Partageons les usages, faisons-en un objet éducatif partagé dans le cadre du projet d'établissement. Et on doit un peu accélérer. Il faut qu'on accélère, parce que comme ça on pourra poser quelques questions. Préparer sérieusement les jeunes à leur autonomie sur les écrans, leur donner le pouvoir d'agir et dans le même temps redonner toute leur place aux enfants. Première chose, former et informer les élèves de l'école élémentaire, puis tout au long de leur scolarité, de la façon appropriée sur leur âge, au numérique, à son modèle, à ses contenus, à ses usages, aux opportunités qu'il offre, aux dangers qu'il peut présenter. Il y a un véritable enjeu d'éducation au numérique. Et cette éducation au numérique, elle doit s'inscrire sur un temps long, de l'école élémentaire jusqu'à la fin du secondaire, avec un véritable enjeu finalement de sensibiliser les élèves justement à l'utilisation de ces outils. C'est des outils, ils posent effectivement, ça offre des opportunités, ça crée aussi des dangers pour certains types d'utilisation, et on a besoin de former beaucoup plus les élèves sur ces questions-là, et évidemment que l'école est le lieu pour le faire, puisque c'est un lieu sécurisé. Et donc c'est pour ça que c'est un enjeu. Donc l'école ne doit pas être un sanctuaire, mais par contre c'est un lieu sécurisé dans lequel on peut apprendre à utiliser le numérique.
Deuxième idée, avoir des adultes et des étudiants référents sur le numérique en ligne et hors ligne et créer des espaces de dialogue sécurisés pour les enfants. Il faut trouver finalement des bons interlocuteurs. Et peut-être que les bons interlocuteurs, c'est finalement potentiellement des jeunes qui sont beaucoup plus proches des pratiques et des usages des élèves, qui permettraient effectivement d'être des référents sur des questions que peuvent se poser des jeunes, notamment dans les établissements. Et on pense ici aux assistants d'éducation notamment, qui peuvent être effectivement des personnes ressources de ce point de vue-là. 20, renforcer l'éducation à la santé et spécifiquement aux enjeux du sommeil. Alors c'est quelque chose que je martèle, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est un véritable enjeu, c'est-à-dire qu'on sait qu'une des grosses problématiques des écrans, c'est l'effet qu'ils peuvent avoir sur le sommeil, et ça explique en cascade d'autres types d'effets qu'on peut avoir sur la santé et sur les apprentissages. Et donc il y a un enjeu finalement de sensibiliser beaucoup plus sur ce qu'est le sommeil, pourquoi il est important pour les apprentissages, quelles sont finalement les bonnes pratiques liées à la qualité du sommeil des adolescents, tout en ayant en tête que si réellement on veut envoyer un signal fort aux adolescents demain, on change les rythmes scolaires pour s'adapter à la particularité du sommeil adolescent, c'est-à-dire qu'on repousse la première heure de cours. Alors on avait dit 10 heures, c'est parce que je voulais obtenir 9h30 ou 9h, mais c'est l'idée finalement qu'on ne peut pas continuer à avoir une structuration du collège et du lycée comme celle qu'on a aujourd'hui. Il est très clair, toutes les études scientifiques le montrent, qu'il faut repousser la première heure de cours. Je rappelle que c'est une réforme qui coûte 0 €. Et dans un cadre de tension budgétaire. Et vu ce que ça va produire en termes d'output d'apprentissage, je pense qu'on peut y aller. On est prêt. Et soulignons-le, c'est une mesure sur laquelle on se disait, bon, ça va peut-être un peu loin, etc. Ouais. Et qui nous a poussé à la mettre en avant, c'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est-à-dire que tous ces ministres étaient, pour le moins dubitatifs, mais le président a été très convaincu par les arguments que nous lui avons donnés. Mais il faut dire qu'on a été un peu lourd. Enfin, moi, j'ai été particulièrement lourd dans cette prise de parole. Et puis, juste finir là-dessus, risque de la sédentarité et de l'insuffisance d'activité physique, on y reviendra dans la conférence. C'est bien là qu'il y a un problème, c'est sur la sédentarité et notamment l'exposition d'écran. Risque, concernant la vue, parce que notamment, il n'y a pas suffisamment d'occasion d'aller en extérieur et que c'est probablement pour ça qu'on a une émergence de plus en plus importante de la myopie chez les enfants, et puis faire une place sérieuse à la question du vivre ensemble, c'est-à-dire finalement la question de la vie sexuelle et affective, l'éducation aux enjeux de genre, l'éducation aux compétences psychosociales. Donc on revient sur les CPS, sur la question de l'empathie, parce que finalement, si on veut contrer la problématique de l'exposition aux écrans et ce qui pourrait avoir potentiellement de délétère sur la santé mentale de certains adolescents, en fait, il faut travailler les compétences psychosociales. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pas qu'une problématique du numérique, c'est une problématique de l'éducation au sens beaucoup plus large. Et peupler l'espace public d'alternatives aux écrans pour les enfants, mais ça, c'est un enjeu capital. L'espace public, il n'est plus fait pour les enfants. Il suffit d'aller prendre un train pour se rendre compte qu'on peut tranquillement aller siroter des bières au wagon-bar, mais il n'y a pas de wagon-jeu. Vous pouvez réserver une tablette pour faire un trajet, vous ne pouvez pas réserver un jeu de société. Quelle société on a construite ? Il n'y a plus de place pour les enfants. Je rappelle qu'il y a quand même des restaurants qui sont interdits aux enfants, des hôtels qui sont interdits aux enfants. On autorise les animaux de compagnie, mais pas les enfants. C'est ça notre société. Et donc, ça, c'est pas une recommandation en l'air. C'est-à-dire que si réellement on veut adresser la problématique du numérique, il est temps effectivement de changer le regard de la société sur les enfants. Et je crois que tu l'as très bien dit, c'est-à-dire remettre l'enfant au cœur de cette problématique. Et ça, c'est vraiment un point de consensus. Et c'est bien de terminer là-dessus. Oui. On vous met la slide gouvernance parce que vous la lirez pendant qu'on discute. Voilà. Donc il y a aussi des propositions qui concernent la gouvernance. Je vous laisse les... Non, je suis revenu en arrière là. Non, tu y es, mais c'est vrai que c'était tout ce qui est... Bon, c'est un petit peu temps déconnecté, sensibilisé... Voilà, parentalité numérique. Et comme je crois qu'on est un peu pressé, je veux quand même que la salle puisse poser des questions. Ça vous va? Et je vous laisse consulter ces dernières propositions. Et on peut revenir, mais c'était effectivement toute cette notion de parentalité et de formation de l'ensemble des acteurs sur la problématique du numérique.